Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 44e numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Un épisode entièrement consacré au match nul concédé par le FC Metz ce samedi face à Laval. Un mauvais remake du match de Bastia en ouverture de la saison, avec une égalisation messine à la toute fin de rencontre. Des Grenats qui ont manqué d'efficacité dans à peu près tous les compartiments de jeu et qui se sauvent in extremis grâce à Ismaël Traoré. Alors pour en débattre, j'accueille mes chroniqueurs du jour, à commencer par Atlantis. Salut Atlantis. Salut à tous à la rentrée. Bah ouais, c'est la rentrée. Ça va du côté de Strasbourg? Ça va. Cette année à Strasbourg, ça va. Bah. Au niveau du jeu, il faut qu'on être plus avec l'année dernière, des deux côtés, je pense. Ah bah super. Avec toi aujourd'hui, un petit nouveau dans l'équipe des chroniqueurs, notre spécialiste volleyball et du TFOC chez Let's Go Metz, Thomas Gut. Salut Thomas. Salut à tous, ravi pour cette première. J'aurais espéré débriefer une victoire, mais bon, on se contente du match nul. Ouais, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça la saison dernière, qu'ils auraient préféré débriefer une victoire. Voilà. Et enfin, notre journaliste infiltré, Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Ouais, pareil, on aurait préféré débriefer des victoires, mais il y a quand même des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors messieurs, effectivement, le FC Metz a une nouvelle fois concédé un nul à domicile. La dernière victoire des Grenats à Saint-Symphorien remonte maintenant au 12 avril dernier, face à Lens. Ça commence à faire. Hier, face à Laval, les hommes de Stéphane Le Mignan ont largement dominé leur adversaire dans la possession de balles, mais se sont montrés très frileux en attaque. Alors, on commence bien sûr par un petit tour de table pour votre analyse. Atlantis, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu retiens de ce match face à Laval ? D'abord qu'on a toujours ce grand brouillon auquel on avait déjà assisté contre Bastia, une équipe qui se cherche encore, on a un entraîneur qui est face à un immense chantier. On pourra se demander s'il est pas trop grand ou pas, mais moi je suis prêt à lui laisser tout le temps nécessaire contre des équipes comme Laval, qui est une équipe très très piégeuse en Ligue 2. On s'est fait à un moment donné, je me suis dit on va se faire Tout le Laval. temps, je te coupe tout le temps, même Ouais. une saison de plus, quitte à pas monter en fin de saison. Oh, bon, peut-être pas, si on est 15e au mois d'avril, Ouais, ouais. jugement, mais je pense qu'il faudra, ouais, peut-être une dizaine de matchs avant qu'on y voit un peu plus clair. Mais, tiens, Laval, c'est une équipe qui est très piégeuse en Ligue 2. On prend un but sur corner comme ils en ont mis tellement l'année dernière et derrière, on est en difficulté parce ils ont joué la montre dès le début du match. C'est forcément des adversaires très, très, très compliqués pour une équipe qui est en rodage. Il y a des choses qu'on voit se dessiner, qu'on a beaucoup de mal à voir se dessiner. On en parlera, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, on sauve les meubles, on est toujours invaincu, c'est important. On n'a pas l'habitude d'égaliser en fin de match, d'habitude, c'est tout le contraire qui nous est arrivé. Donc il y a du positif, du négatif, mais je veux voir le bon côté des choses et me dire que voilà, cette équipe, il lui faudra encore quelques matchs pour se roder. Thomas, le FC Metz est tombé sur une équipe lavalloise très regroupée en défense et on a frôlé la correctionnelle, hein. Oui, le scénario du début de match a forcément favorisé le plan de jeu de Laval en marquant dès les premières minutes. Forcément, ils ont pu très bien se regrouper et jouer sur leur qualité, la défense. Donc forcément, le point positif, c'est d'avoir réussi à égaliser. Mais oui, il a manqué beaucoup d'intensité, il a manqué un peu de folie aussi sur la rencontre. On a senti vraiment une équipe. Alors il y a forcément le facteur de la chaleur à prendre en compte, mais c'est pas suffisant pour espérer remporter un match à la maison. Donc ouais, c'est un sentiment un peu mitigé comme sur ce début de saison, comme sur les trois premières journées. On voit des choses intéressantes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps au FCMS, mais c'est pas suffisant encore, notamment offensivement. Je pense qu'on va en reparler, mais c'est un gros point d'interrogation pour la suite de la saison. Moi, j'irais même peut-être plus mitigé justement que par rapport aux deux premiers matchs. Arthur, ce match, c'est une déception, malgré la physionomie et les statistiques. Pour autant, les Grenats ont trouvé une nouvelle fois un supplément d'âme pour aller arracher le point du nul. Ouais, ça montre que cette équipe, malgré le fait qu'elle soit pas encore au point, malgré le fait que ça va prendre du temps de passer de rien à tout, parce que Ouais, c'est un peu ça. littéralement, on a rien vu la saison passée en matière de football. Là, tout est à reconstruire, tout est à apprendre. J'ai envie de dire, bah, cette équipe, elle a quand même une certaine force de caractère, parce que pour ne pas lâcher et de continuer les assauts, on pourrait se décourager. Surtout que la première mi-temps du FC Metz, en termes de dangerosité, si je puis dire, elle est
pas incroyable. Il y a un poil plus d'intensité en deuxième mi-temps, avec notamment beaucoup de montées des centraux excentrés que sont Mathieu Hudol et Maxime Collin. Mais mis à part ça, on n'a pas trouvé la faille. Il y a eu un gros coup de mou à partir de l'heure de jeu aussi. On se dirigeait lentement, mais sûrement vers une défaite qui aurait été une grosse contre-performance. Là, ça va, Ismaël Traoré a sauvé les meubles. C'est nettement insuffisant, bien évidemment, un match nul à la maison contre Laval, mais on peut souligner ce positif avec une équipe qui n'a jamais rien lâché. Évidemment, pour reprendre les mots d'Ismaël Traoré, c'est chiant de concéder un but à chaque demi-occasion, mais ce sont des détails qui vont se corriger, je l'espère, quand l'équipe aura plusieurs semaines de compétition ensemble. Ouais, tu parlais de coup de mou, c'est vrai qu'on a même frôlé la correctionnelle, puisque on a eu deux, trois situations où Laval aurait pu doubler la mise hein, sur des transitions rapides. Ils ont un peu fait du FCMS de la saison passée et de Ouais, la c'est ça, saison d'avant d'ailleurs. Hein. sur des contres. Ouais. Le FCMS a sauvé plusieurs fois la mise avec des retours défensifs, tantôt de Kofi Kouao, de Maxime Collin. Donc là aussi, on aurait pu se dire, on aurait pu se décourager et pas faire ces efforts supplémentaires, justement, mais les efforts, ils ont été faits pour essayer de préserver l'essentiel. Il y a aussi une claquette d'Oukidja sur un centre contré de Mathieu Hudol. On en reparlera peut-être d'Alexandre Oukidja, il fait pas un match Oh, extraordinaire. pas forcément, pas obligé. Ah, si, on va en parler. Moi, j'aimerais surtout, messieurs, qu'on revienne sur cette tactique de Stéphane Le Mignan, alors qu'il a démarré le match en 3-5-2 avec donc ses deux pistons, Candé à gauche, quoi, ou à droite, et qui s'est ravisé en seconde période en revenant avec un schéma plus classique en 4-3-3. On a vu une première mi-temps très difficile de Candé. Atlantis, est-ce que le FCMS se cherche encore? Est-ce un problème de schéma de jeu ou un problème d'individualité? Ou les deux? Je pense que c'est un tout. J'ai dit qu'il y avait un énorme chantier au départ, peut-être trop grand, c'est la question qui se posera, je pense, dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que vouloir, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, passer de rien à tout avec quasiment l'équipe de l'année dernière, voire même l'équipe d'il y a 2 ans, c'est un énorme chantier. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas tout à fait encore habitués, tout à fait au point. En ajoutant surtout que ce qui a changé, c'est le cœur du jeu, avec deux joueurs qui sont arrivés, qui sont Jesse Dominguez et Gauthier Hein, qui eux aussi doivent se trouver, apprendre à jouer ensemble et jouer sur leurs qualités les uns avec les autres. Donc, ouais, on a vu des choses un peu tactiquement un peu bizarres, des joueurs qui jouaient pas forcément à leur poste, qui dans les déplacements, mais c'est aussi le style de Stéphane Le Mignan de miser beaucoup sur les déplacements sans ballon et de beaucoup de mouvements. Donc, voilà, c'est moi, je retiens une chose, je retiens davantage l'âme, le supplément d'âme qu'on a dégagé hier que la tactique qui est un vaste brouillon, que les intentions sont positives, mais que voilà, tout ça nécessite encore un énorme travail. La trêve va faire énormément de bien de ce point de vue-là pour apprendre à travailler ensemble parce que il y a des relations qui fonctionnent pas du tout aujourd'hui. Et ouais, d'un point de vue tactique, on l'a vu pendant la préparation. On a tantôt joué à 4, tantôt joué à 3. On a vu tout un tas de choses qui ont changé un peu dans tous les sens. Peut-être que maintenant que l'effectif est un petit peu stabilisé, pas suffisamment renforcé de mon point de vue, mais en tout cas stabilisé, permettra d'y voir un peu plus clair. On a des joueurs qui jouent pas à leur poste aussi, Mm. c'est un peu Mais étonnant. à un moment, je voyais Sabali revenir mais à milieu central, par exemple, à certains moments. C'était un peu bizarre. Ouais, puis moi, cette position de Mathieu Hudol en défenseur central droit, moi, je verrais un échange avec Candé, mais bon, après, voilà, on n'est pas aux entraînements, on n'est pas dans la vérité du vestiaire. Thomas, le FCMS, malgré une large domination, peine à se montrer réellement dangereux. Et hier, particulièrement, certains joueurs n'ont pas montré leur meilleur visage. Hein. Je pense, par exemple, à Ablaye Jallow, qui a eu du mal à enchaîner deux matchs d'affilée, quoi. Deux beaux matchs d'affilée. Oui, offensivement, c'est un grand chantier sur ce début de saison. C'est toujours le, le- l'animation offensive, c'est toujours ce qui est plus difficile, ce qui prend le plus de temps par par rapport à ce qu'on peut voir défensivement. Mais donc sur ça, la trêve va faire beaucoup de bien. Mais c'est vrai que techniquement, on a senti des joueurs, voilà, bon, Abdel Diallo, on a senti aussi Boussané encore en difficulté sur cette rencontre. Donc on sent vraiment qu'offensivement, ça fonctionne pas encore. Il n'y a pas les automatismes, notamment avec Kotian, qui, sur certaines situations de jeu, il arrive
avec sa qualité supérieure par rapport à ses coéquipiers, mais ça manque encore de relations techniques entre les joueurs. On sent qu'il y a des choses, enfin, voilà, Kouao a essayé, a été assez remuant en première période, plus difficile en seconde. Donc lui, il y a des changements tactiques qui ont été faits, mais qui n'ont pas forcément été payants, qui n'ont pas changé la physionomie de la rencontre. Et oui, techniquement, offensivement, sur le match, c'est vraiment trop limité pour espérer mieux qu'un match nul. Mm. Arthur, comme on l'a dit tout à l'heure, le Stade Lavallois a fait du FC Metz sauce Bologna hier, et force est de constater que cela a quasiment suffi à faire déjouer les Grenats. Enfin, ça a suffi à les faire déjouer, on va dire. Alors le risque cette saison, c'est ça finalement, parce que Metz va rencontrer beaucoup de blocs bas, parce que c'est une équipe qu'on attend dans la possession. Et est-ce que Metz ne risque pas de se retrouver coincé comme hier, à ne pas savoir comment transpercer ses défenses? Bah, c'est le lot des grosses équipes, hein. Tu es amené à avoir une certaine possession de balle, une certaine maîtrise technique dans le jeu. L'adversaire de deuxième partie de classement, si on escompte que Laval va jouer le maintien cette saison en Ligue 2 et ne refera pas une saison entre guillemets exceptionnelle comme la saison passée où ils ont quasiment fait une Rodez et ils ont terminé septième, bah, beaucoup d'équipes de Ligue 2, surtout à Saint-Symphorien, vont venir avec un bloc bas. Et justement, ça s'apprend petit à petit, ça, essayer de faire déjouer ces blocs bas. À Rodez, on constate que le FC Metz a eu plus d'espace, il a eu plus la chance d'être clinique avec 3 buts quasiment en transition rapide, pas très longtemps après la récupération de ballon. Donc c'est sûr que ça va être compliqué. C'est plus facile quand tu as des bouts de ficelle et que tu te mets à 11 derrière, si je puis dire. C'est peut-être pour ça que la Slow Bologna jouait comme ça, qui plus est avec la Ligue 1, même s'il y avait également un certain pragmatisme la saison d'avant encore en Ligue 2 et pas forcément de plan de jeu abouti où on reposait beaucoup sur les individualités, notamment Georges Mikotadze. Mais là, il n'y a plus de Mikotadze, il n'y a plus de Maziz. Ça va te faire pleurer ou sourire, mon cher Arnie. Donc, comme on le disait, il y a tout à apprendre. Et je me demande si ce 3-4-3, il est pas trop ambitieux pour les moyens du FC Metz. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas de vrai numéro 6. Si on considère que Deminguet est un numéro 8, on a Gauthier Hein qui joue juste à côté de Jesse Deminguet, alors que son poste privilégié, ce serait peut-être un poil plus haut sur le terrain. On a parlé de Fali Kandé tout à l'heure en piston. Il a vite été remplacé à la pause par Papa Madou Diallo au même poste, justement. Choix plus offensif, mais il était positionné dans le même secteur de jeu, Diallo, parce qu'il est pas nécessairement à son aise, je pense. Même s'il doit reprendre des repères à gauche, Fali Kandé, je suis pas encore trop fan de le voir à cette position-là. Est-ce que ça va durer ou est-ce que Mathieu Hudol va prendre le relais? Ça, je ne sais pas. C'est Surtout les que Mathieu prochaines Hudol a semaines fait qui vont ses dire. preuves hein, à ce poste-là. C'est ça que je comprends pas. C'est Hum, que hum. l'un comme l'autre, Kandé vient de passer quand même 2 saisons et demie au poste d'arrière central gauche, et Hudol, c'est son truc de déborder sur la gauche et puis de placer les centres. Ça, je comprends pas. Bah, pour l'avoir demandé à Stéphane Le Mignan, enfin l'explication que j'ai compris, c'est que Mathieu Hudol était suspendu au premier match. On a un joueur Fali Kandé, son poste de base, c'est arrière gauche. On l'a mis entre guillemets dans ses meilleures dispositions. Et au retour de Mathieu Hudol, moi, je vois une certaine forme de ce besoin d'avoir des joueurs qui ont une grande maturité tactique en défense centrale. C'est pas anodin si Maxime Collin a remplacé Sadi Bousssané lors du deuxième match. Mais je pense qu'on se prive des qualités offensives de Mathieu Hudol. Ouais, Peut-être que c'est de ça. repasser à 4 derrière avec Hudol et Kouao sur les côtés de la défense, ça pourrait être un choix qui resterait offensif et ça permettrait d'avoir Gauthier Hein plus haut sur le terrain en position numéro 10. On a parlé du poste d'avant-centre, on attend toujours le retour de Simon Elisor qui est quand même très attendu car Ibou Sané c'est encore un peu frêle pour moi pour être titulaire en Ligue 2, même s'il a fait des bonnes choses par séquence. On voit encore toutes ses limites pour le moment à ce jeune joueur. Donc, est-ce qu'on À va Soro, revenir à un j'ai bien schéma? aimé, moi, dans l'intention aussi, dans son entrée. J'ai trouvé intéressant dans l'intention. J'aimerais bien le voir, moi, peut-être titulaire, en l'absence d'Elisor, peut-être remplacer directement, s'il est prêt physiquement, le jeune Sané.
Pourquoi pas aussi l'associer avec Elisor devant. En tout cas, il y a des solutions dans cet effectif. Le coach devra encore les explorer. Et évidemment, comme Rome ne s'est pas fait en un jour, continuer de travailler sur le plan tactique. Est-ce qu'il y aura un changement de schéma après la trêve pour revenir à des choses plus classiques? On verra. Alors, on va revenir, messieurs, brièvement sur le mercato qui s'est terminé sur une surprise, hein, un départ surprise, une mauvaise surprise d'ailleurs, le départ d'Arthur Atta. Bon, bah, je pars alors. Atlantis, Merci. Atlantis, les bilans mercato n'étaient pas des plus réjouissants, même si on a vu quand même deux belles arrivées, celle de Deminguet et Hein en particulier. Mais alors, ce départ d'Atta dans le Money Time, c'est un coup de massue pour toi? Oui, je pense que c'est un coup de massue pour tout le monde. Quand on voit la réaction de Mathieu Idol sur Instagram qui met surprise, en gros, on se dit que il était pas, c'était pas attendu. C'est Stéphane Le Mignon aussi a dit hier qu'il avait préparé le match avec Arthur Atta dans le groupe et que bon, je pense que c'est une surprise pour tout le monde. La gestion du cas Arthur Atta sur ce mercato au mois de juin, on avait cru comprendre que ce serait un joueur clé, un joueur central. Petit à petit, il est sorti du 11 et puis finalement, il est parti le dernier jour. Bon. C'est une déception pour tout le monde. Ce mercato a été pour moi de toute façon clairement incomplet, aussi bien dans le sens des départs que dans le sens des arrivées, parce que comme je l'ai dit au départ, moi c'est vraiment ce qui me chagrine un peu dans l'ensemble, c'est que on veut tout changer, mais quasiment les joueurs de l'année dernière. Et Mm. c'est un travail colossal, énorme et peut-être même trop gros. Donc ça c'est dommage. Stéphane Le Mignon à un moment donné réclamait des joueurs dans toutes les lignes. On a finalement eu deux milieux de terrain. Bon, on s'en contentera. On va miser sur le fait que Simon Lisor sera quasiment une recrue pour nous, puisqu'il a finalement pas fait grand-chose l'année dernière. Kibou Sané peut être vu comme une recrue. Peut-être que Fali Kandé, arrière gauche, ce sera une recrue entre guillemets, puisqu'il retrouvera un poste qui était le sien au départ. On verra, mais moi, ce mercato me laisse un peu sur ma faim. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui auraient dû partir, parce que je pense que leur histoire est terminée ici. Il y en a qui auraient dû venir, parce qu'on a des manques dans cette équipe. Si Jesse Dominguez se blesse demain, au milieu de terrain, on va vraiment être très léger. Il y a des joueurs qui n'ont pas de backup, pas de remplaçant, plutôt je devrais dire, on n'est pas sur Twitter. Voilà, bon, on s'attendait à un mercato assez, pas, je vais pas dire pauvre, mais avec des moyens limités. On l'a eu les moyens limités, mais on a pas eu les joueurs qu'il a avec. Alors on verra s'il y a un joker ou un joueur libre qui arrive avec Benjamin Stambouli, qui est une rumeur, parce que j'ai pas tout suivi, mais on verra. J'espère qu'on aura au moins un joueur de plus au milieu de terrain, ne serait-ce que pour faire le nombre. Et puis bah comme d'habitude, on va espérer d'abord pas trop de blessés, et puis que la mayonnaise prenne, parce que voilà, je pense qu'on pouvait espérer un peu plus, mais un peu mieux. Thomas, de manière globale, est-ce que d'après toi, le FCMS est suffisamment armé dans tous les compartiments du jeu? Hein, on attendait un attaquant supplémentaire, on l'a pas eu. Le staff espérait un défenseur central supplémentaire, on l'a pas eu. Un milieu récupérateur, finalement, on n'a pas vu d'arrivée supplémentaire. Est-ce que pour toi, ça te semble léger ou on est bien là? Moi, ça me semble un peu léger pour faire toute une saison en Ligue 2 et surtout avec les ambitions du FCMS, même si est-ce qu'ils vont les réussir, on se posera des questions à la fin, mais c'est vrai que pour moi, il manque dans quasiment tous les secteurs de jeu et c'est bien ça le problème, c'est qu'ils se sont renforcés. Alors oui, il y a Gauthier Hein qui a, voilà, c'est un retour qui fait plaisir à tout le monde, mais il faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt et qu'on voit finalement qu'il manque trop de choses autour pour pouvoir exploiter toutes les qualités, notamment d'un Gauthier ou des autres joueurs. Donc lui, il manque à la fois en défense, surtout s'il continue avec son système à 3 5 2 3 4 3 avec 5 profils plutôt offensifs. Forcément, bah, ça enlève des éléments sur le banc. Enfin, il n'y a pas suffisamment de joueurs pour pallier à des blessures, à des méformes. Et ensuite, bah, au milieu de terrain, on l'a vu aussi. Bon, Jesse Dominguez, c'est une bonne recrue, mais voilà, il n'y a pas un joueur pour l'aider à côté. Gauthier, il est un peu plus bas. Est-ce que c'est son poste? Ça semble pas être le cas. Et puis offensivement, oui, on voit que ça manque de présence. Donc, ouais, vraiment, le mercato est un petit peu effectivement décevant. Après, voilà, on connaît pas tout ce qui a pu se passer, notamment autour d'Arthur Atta. Mais c'est vrai qu'il manque pour l'instant des choses. Maintenant, il va falloir faire avec au moins jusqu'à
jusqu'au mercato hivernal. Donc, on verra bien d'ici là. Mais oui, pour moi, il manque un petit peu. L'effectif est un peu jeune, il manque un peu d'expérience. Donc, il va falloir effectivement que le Mignon travaille avec ce qu'il a et essayer de trouver des solutions, même s'il y en a, hein, mais ça peut être un peu limite pour essayer de chercher vraiment, d'essayer de retrouver la Ligue 1 ou en tout cas de faire partie des joueurs pour le play-off et espérer monter à nouveau en division supérieure. Mm. Arthur, trouver un joker pour pallier le départ d'Ata, ça semble la solution souhaitée donc par le staff, mais est-ce vraiment d'après toi le poste clé qu'il faut renforcer, le seul, ou est-ce qu'un neuf supplémentaire n'aurait pas été plus utile, à moins qu'on compte sur Benjamin Tété, je vais pas oser le dire, mais voilà, est-ce que pour toi c'était vraiment ce poste-là qu'il fallait renforcer? Et tu fais bien d'en parler de Benjamin Tété, j'y reviendrai dans mon argumentaire. C'est l'un des postes clés, ce poste de numéro 6. C'est devenu l'un des postes clés parce que Arthur Atta est parti. On semblait partir sur une saison avec, je compte pas Gauthier Hein, même s'il est dans cette zone du jeu pour le moment, avec Deminguet, Atta et Ndukidi en caution numéro 6. J'ai envie de dire, même si ce ne sont pas des récupérateurs purs, tous pour la plupart, je les vois plus comme des numéros 8, même si Jesse Deminguet est capable de mettre le pied quand il faut mettre le pied, même si Joseph Ndukidi a un potentiel physique qu'il doit encore mettre en œuvre parce qu'il est peut-être pas encore assez dur pour le moment. Et Arthur Atta est un joueur qui aurait pu briller dans cette zone de jeu, à mon sens, qui est son vrai poste. Pour moi, c'est pas un numéro 10, c'est un joueur qui doit reculer qui doit jouer plus bas sur le Salibou terrain. Sané, je crois qu'il est capable de jouer en 6 aussi. D'après ce que j'ai compris, le staff estime que c'est trop juste techniquement et le voit plus comme un défenseur central, là où la Slobonie voyait ses qualités athlétiques pour jouer devant la défense. Mais peut-être que ça pourrait être une solution, mais bon, ça resterait du bricolage à mon sens. Le poste de numéro 9, on a, entre guillemets, c'est une recrue, Joël Assoro, car on ne l'attendait pas forcément là, on le voyait partir. Il a eu un été très compliqué, notamment avec un deuil familial. Il est resté assez longtemps en Suède, dans son pays. Donc il est revenu, il a marqué la semaine passée avec la réserve, un doublé. Associé à un deuxième attaquant, il évolue en pointe, donc peut-être que c'est une piste pour savoir où il va évoluer cette saison. Mais la clé déjà, c'est de trouver une cohérence tactique. Est-ce qu'on joue à deux pointes? Est-ce qu'on joue à une pointe? Est-ce qu'on continue à trois défenseurs? Ça, ce sont j'ai envie de dire, c'est des bons problèmes parce que les coachs, ils aiment bien avoir matière à réfléchir, ils aiment bien avoir à travailler. On est quand même qu'en début de saison. Donc oui, vraiment, c'est deux postes prioritaires. C'est le poste de numéro 9 et le poste de numéro 6. Peut-être qu'un défenseur central supplémentaire n'aurait pas été de trop, même si, à mon sens, il y a quand même de la qualité à ce niveau. C'est peut-être moins grave s'il y a moins de rotation en défense que devant. Et tu parlais de Benjamin Tété, ben, son non-départ, pour l'instant, celui de Skuka aussi, qui bloque quand même un petit peu au niveau de la masse salariale. Le mercato est toujours ouvert dans certains pays, donc pourquoi pas leur trouver une porte de sortie. Mais très clairement, ça a bloqué toute arrivée du fait du poids qu'ils ont dans les finances du club. Ah ben, d'ailleurs, je suis pas allé aux entraînements pendant la préparation, mais c'est des joueurs qu'on n'a pas vus pendant la prépa, on est d'accord. Non, Ni Benjamin Tété, ils ni sont Scouten. sont complètement mis de côté et indésirables. Ils s'entraînent avec la réserve. Et 48 heures avant la fin du mercato, on a demandé à Stéphane Le Mignan s'il comptait faire revenir des indésirables comme ceux-là dans le groupe. Il avait dit que pour le moment, c'était pas à l'ordre du jour, mais peut-être que le discours aura évolué en 72 heures. Alors, messieurs, la prochaine rencontre des Grenats, c'est donc 15 jours, donc trêve internationale oblige. Et ce sera sur la pelouse du Paris FC, donc les Parisiens qui font un sans faute pour le moment. Atlantis, on devrait avoir un beau match face à Paris et sans doute qu'on pourra commencer à tirer des enseignements. Ouais, ça sera un adversaire assez différent parce que pour moi, c'est l'équipe la mieux rodée de Ligue 2 aujourd'hui. Quand on voit un peu leur match, ce qui dégage, ils sont d'aller gagner à Clermont vendredi soir. C'est vraiment une équipe armée pour jouer la montée. Eux ont eu un mercato pour le coup
assez réussi, Jean-Philippe Crasso, Maxime Lopez aussi, c'est Maxime niveau Ligue 1 Lopez, voilà. quasiment. Ouais, Voilà, c'est c'est une vrai. équipe vraiment voilà, pour moi, c'est une équipe qui est clairement armée pour jouer la montée. Donc voilà, on va peut-être être dans une adversité qui va peut-être moins nous laisser le ballon, qui va peut-être moins nous laisser jouer. On aura peut-être une opposition qui sera un peu plus équilibrée, au moins dans les intentions que les matchs connus jusque-là. Derrière, on a Lorient aussi qui arrive, donc ce sera pareil, une équipe qui là aussi est clairement armée pour jouer la montée. Donc on aura un autre visage du FC Metz, on verra un peu plus clair dans ce que vaut cette équipe, cet effectif. Je pense qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'ailleurs d'approfondir certaines choses sur ces deux matchs-là. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir ce match contre le Paris FC, avec 2 semaines de travail en plus, avec des joueurs qui peut-être, comme disait Arthur, certains vont peut-être réintégrer le groupe. On oublie aussi qu'il vient de Vandenkirkhoff, qui était au stade hier et qui était sur la pelouse à la fin du match. Il peut-être réussi à réintégrer le groupe. Donc Il se moi, remet toujours d'une petite blessure, Kevin Van Kerkhoff. il est bien accompagné en tout cas. C'est le plus important. Mais, Cela ne nous regarde pas. non, j'ai rien dit. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ces matchs-là. Le Paris FC, ça ne réussit pas forcément toujours. Je me souviens d'un match sous Frédéric Antonetti. On avait perdu là-bas en début septembre. Donc voilà, c'est un adversaire qui sera un peu un premier gros révélateur. Un peu à l'image de ce qu'était Bastia au premier match. Voilà, j'attends beaucoup ce match contre le Paris FC. Thomas, les Grenats réussissent mieux à l'extérieur pour l'instant. Face au Paris FC, il faudra vraiment montrer un autre visage et revenir avec les 3 points. Ah oui, ça c'est important. Ça va être comme, c'est un gros test pour savoir vraiment, pour juger ce que vaut véritablement le STMAS face à un concurrent direct. Donc oui, ça va être intéressant. Alors l'opposition de style va être clairement différente. Donc ça va peut-être aider davantage le STMS. On dit toujours qu'il faut Ouais. 2 équipes pour pouvoir proposer un beau match. Donc face à un bloc un peu plus haut, il y aura peut-être plus d'espace dans la profondeur. Donc peut-être que certains joueurs vont être un peu plus à l'aise. Mais oui, ça va être très intéressant de voir comment déjà après enfin, quasiment 2 semaines après une trêve internationale, qu'est-ce que Stéphane Le Mignon va proposer pour essayer de trouver des solutions face à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent et essayer effectivement de prendre les 3 points parce qu'il ne faut pas prendre trop de retard. Voilà, Paris FC a fait un sans faute pour l'instant, surtout qu'ensuite tu enchaînes enfin, tu enchaînes face à Lorient après. Donc ça va être 2 adversaires qui va être très compliqué et prendre les points, ça va être très important à la fois pour aussi marquer les esprits, mais aussi pour se donner la confiance nécessaire pour lancer véritablement la saison. Alors rapidement, Arthur, pour conclure, le FC Metz, prétendant naturel à la montée, va devoir donc affronter Paris FC chez eux, puis recevoir Lorient. La saison, on a vraiment l'impression qu'elle va commencer réellement maintenant. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un moment charnière de cette saison? Ouais, moment charnière, peut-être pas tout de suite, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Faut se rappeler que lors du dernier exercice de Ligue 2, Metz était 12e ou 14e C'est vrai. fin octobre. Mais ouais, ce sont 2 premiers gros tests et pour la première fois avec ce déplacement sur la pelouse du Paris FC, le FC Metz débutera un match de Ligue 2 cette saison sans avoir la faveur des pronostics face, selon moi aussi, le gros favori de cette saison de Ligue 2. Ça fait des années qu'ils échouent en play-off, souvent avec des scénarios rocambolesques. Les Parisiens, là, je pense qu'ils sont armés pour monter directement, mais ils vont devoir assumer leur statut. Ça va être intéressant de voir ce que l'équipe de Stéphane Le Mignon va faire avec moins de possession et plus d'espace, plus de transition. Enfin, quant à Lorient, la rencontre qui suivra, ils se sont fait surprendre ce samedi contre Amiens au stade de la Licorne. Donc ça va être aussi une adversité intéressante entre 2 équipes reléguées qui se ressemblent Et un qui se petit peu connaissent dans bien. leur parcours, qui se connaissent bien aussi, même si le FC Lorient, il y a des joueurs qui sont partis, notamment Bamba Dieng sur la dernière journée de Mercato. C'est toujours compliqué de digérer une descente de Ligue 1 avec des joueurs qui espéraient jouer plus haut. J'ai l'impression que du point de vue du FC Metz, on a moins ce problème vu qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu juste pour la Ligue 1. La Ligue 2 leur correspond davantage. Donc ça va être vraiment très intéressant. Et ce match du PFC va nous montrer déjà beaucoup d'enseignements. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci à vous.
Pensez à liker la vidéo, activer les notifications et nous écouter sur Spotify. On se retrouve bien sûr sur letsgoes.com et très bientôt dans un nouveau numéro du Talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bye, bonne trêve.